Qu'est-ce que tu lis, Andrea? Eh bien, je lis un livre de Marie-Laure Del Vecchio, qui a écrit un livre sur l'autisme. Tu sais, le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, elle vient nous en parler aujourd'hui en plateau. Ouais. Ben moi, tu vois, je vais aller à Prangin parce que, tu dois le savoir, il y a cette nouvelle exposition consacrée à Anne Frank, l'enfant juive réfugié à Amsterdam, bien connu pour son journal de bord, le journal d'Anne Frank. Et ben, on fait les liens entre Anne Frank et la Suisse. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait un lien entre elle et notre pays. Ben, on apprend plein de choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est le squalène? Oh, pas du tout. Ah bah voilà. Alors, c'est deux petits jeunes qui vont t'en parler, deux jeunes réalisateurs de chez nous. Ils ont fait un livre dans le cadre du festival du film vert. Et ben, tu sauras ce que c'est le squalène d'ici quelques instants. Allez, mets-toi en route. Moi, je prends tout le monde. Je nous mets en place. À tout à l'heure. Voilà. On vous positionne ici, comme ça, vous pouvez tout voir. Eh bien, fais voir ta région. C'est parti et bienvenue. Et à peine on s'est quitté qu'on se retrouve déjà, Alexandre. On te rejoint au Musée national suisse. Alors ça y est, tu es arrivé sur place? Oui, ça y est, Andrea. Voilà, je vais te faire visiter cette exposition. Donc, Anne Frank et la Suisse, en compagnie de Barbara Buhlmann. Bonjour, Barbara. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Alors, vous êtes collaboratrice scientifique au Musée national suisse, ici au château de Prangin. Alors, tu le vois, Andrea, eh bien, Anne Frank. Voilà, Anne Frank autour de nous. Il y a sa photo juste derrière Barbara, mais on va peut-être rappeler pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Anne Frank. Qui était-elle? Alors, la plupart des gens ont déjà entendu son nom. Certains, s'ils n'ont pas lu son journal, ils en connaissent l'existence. Et pourquoi? Parce que c'est l'un des symboles de la mémoire de la Shoah. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Anne Frank et la Suisse? Quel est le lien? Pourquoi ici, au château de Prangin? Mais il faut savoir qu'en fait, une partie de la famille d'Anne Frank, en fait, la partie de sa tante, est venue s'installer en Suisse en 1929. D'accord. Et donc a vécu en Suisse pendant très longtemps. Et Otto Frank, le père d'Anne, qui est le seul survivant du camp de concentration d'extermination d'Auschwitz, eh bien, après la guerre, plusieurs années après la guerre, il va s'installer avec sa sœur, enfin, chez sa sœur, à Bâle. Et c'est là qu'il va créer le Anne Frank Fonds en 1963. D'accord. Donc, il y avait une partie de sa famille qui vivait en Suisse, donc en Suisse alémanique. Et puis Anne, qui, eh bien, après, a écrit ce journal d'Anne Frank, une fois qu'elle était exilée en Hollande. Elle venait faire des vacances aussi, je crois que c'est ça. Oui, absolument. En fait, jusqu'en 1936, comme il y a une partie de sa famille qui vit en Suisse, notamment son cousin Buddy, qu'elle aime beaucoup, ils vont venir régulièrement avec sa famille faire des vacances à Endelboden, ou à Sils Maria. À Sils Maria, exactement. C'est ça, dans les montagnes suisses. Alors regarde, Andrea, je vais tourner la caméra comme ça. Tu peux voir un petit peu le début de cette exposition, enfin plutôt la fin. On va te dire qu'on est à la fin. Mais pourquoi on est ici, Barbara? Parce que Anne Frank, elle est connue comme symbole justement, eh bien, de la Shoah, comme on l'a dit, mais surtout par ce livre, le journal d'Anne Frank. Alors, ça, c'est une reconstitution de son journal. Qu'est-ce que c'était, ce journal d'Anne Frank? Pourquoi est-ce qu'il est si célèbre? Alors ici, on a donc le fac-similé du journal d'Anne Frank. Et pourquoi il est si célèbre? Eh bien, il a été publié en 1947, donc très, très vite après la fin de la guerre. C'est l'un des premiers témoignages, en fait, de la Shoah. Et puis, il a été traduit en 80 langues. Il a été lu par des millions de personnes à travers le monde. Et son message vraiment de tolérance, de tolérance, de compassion, eh bien, a touché des millions de personnes et d'où son importance. Ouais, justement, Anne Frank, ça résonne encore aujourd'hui. Il y a encore, eh bien, c'est encore un symbole important. On lui consacre une exposition chez nous. Oui, absolument, parce que le message qu'elle transmet, qui est totalement universel, un message de paix, un message de tolérance, de compréhension, eh bien, en fait, il est totalement intemporel. Et donc, c'est vraiment important. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'en fait, les témoins directs de la Shoah, il y en a plus tant que ça. La majorité sont soit décédés, soit sont des personnes très âgées. Et donc, le devoir de mémoire, par des expositions comme celle-ci ou par justement la lecture du journal tel que celui d'Anne Frank, sont extrêmement importants pour garder la mémoire de la Shoah et se rappeler de ce qui s'est passé. Et ça fait forcément résonance aussi avec l'actualité des conflits mondiaux. C'est aussi le rôle d'une exposition comme celle-ci, d'un musée comme le Musée national suisse. C'est cette résonance-là entre l'histoire et l'actualité, et Anne Frank en fait partie. En fait, le rôle du musée ici, et par une exposition comme celle-là, c'est effectivement la médiation, la transmission.
se rappeler ce qui s'est passé dans le passé, garder en mémoire cela pour pouvoir voir le futur, voir comment on a envie de construire en fait notre société, sur quelles valeurs. Et c'est pour ça que c'est important de faire des expositions comme celle-ci et de parler du journal d'Anne Frank. Mais ici, dans cette salle, on parle aussi de d'autres témoignages, celui de Primo Levi, mais aussi des personnes que l'on voit justement sur ce mur-là, et également du rôle des lieux de mémoire que sont les anciens camps de concentration et d'extermination, et des mémoriaux qu'il sont importants de faire exister pour justement toujours se rappeler. Alors, on va poursuivre cette visite juste après, ensemble. Barbara, merci déjà pour ces explications et pour ce contexte. Voilà, Andrea, c'est important de rappeler qui est Anne Frank, pourquoi est-ce qu'elle était célèbre et pourquoi est-ce qu'elle est ici célébrée, donc au Musée national suisse à Prangin. Barbara, après, on ira voir ensemble les rapports véritables entre Anne Frank et la Suisse, les détailler. Et Andrea, tu verras aussi ce qui s'est passé une fois qu'elle était exilée en Hollande, et puis d'où ça part, cette écriture de ce fameux journal d'Anne Frank. Merci Alexandre, on se réjouit de te retrouver tout à l'heure pour la suite de cette exposition. Et puis mon bon plan, puisque Barbara l'a cité, Primo Levi, si c'est un homme, si le sujet vous intéresse par rapport au livre, très intéressant justement à découvrir. Un autre livre dont on va parler aujourd'hui, c'est The Autistic Experience, avec Marie-Laure Delvecchio qu'on reçoit sur ce plateau. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Andrea. On est ravis de vous recevoir. Installez-vous seulement. Merci. Vous nous présentez aujourd'hui votre livre The Autistic Experience que vous avez dans la main. Un livre qui fait résonance avec l'actualité aussi, puisque la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme aura lieu le 2 avril. Mais j'aimerais savoir, Marie-Laure, pourquoi ce livre? Vous êtes vous-même auteur, vous êtes psychologue, vous traitez des patients autistes et c'est venu finalement répondre à un besoin que vous aviez. Oui, tout à fait, parce que je trouvais difficile de trouver des bons livres à proposer à mes patients autistes pour leur parler d'autisme. Il y a énormément de livres qui ont été écrits à propos de la communauté autistique, mais très peu par les personnes autistes elles-mêmes. Il y a quelques très bons ouvrages, mais c'est à chaque fois le témoignage d'une personne qui donne son récit. Et j'avais envie de faire un condensé de plein d'expériences, de plein de personnes différentes à travers le monde, des adolescents, des personnes âgées, tous les genres, tous les milieux socio-économiques possibles, pour montrer en fait toute la diversité qu'il y a au sein de l'autisme, pour sortir de cette vision très, très restreinte et très stigmatisée de l'autisme, et puis pouvoir montrer en fait tout ce qu'on y trouve. Alors, vous avez notamment rassemblé des témoignages. Comment vous avez fait pour rassembler tous ces témoignages ? On a eu la chance de pouvoir compter sur les réseaux sociaux qui ont permis d'atteindre des personnes de plein de pays et de continents différents. Du coup, on a créé en fait un questionnaire avec plein de questions sur plein de sujets qu'on a proposé par écrit aux personnes souhaitant s'exprimer par écrit. Et sinon, on a aussi fait des Zooms pour les personnes préférant s'exprimer par oral. Il y a des personnes qui sont venues avec leurs parents parce qu'ils étaient peu à l'aise de venir seuls. Donc voilà, on a récolté un peu comme on pouvait. Comme ça nous a permis d'avoir des informations, des avis sur plein de thèmes différents. On a abordé le couple, la parentalité. On a aussi abordé la santé mentale, on a abordé aussi les questions de langage, quel langage utiliser pour décrire l'autisme, on a les interactions avec le milieu médical, ça nous a permis de poser plein de questions sur plein de thèmes. Et on a eu une discussion très intéressante justement en préparant cette interview sur le terme autiste. Comment est-ce qu'on le définit ? C'est très compliqué à définir. Je pense sincèrement que si on demande à 50 experts en autisme, on aura 50 définitions différentes. Je dirais que les traits communs qu'on va retrouver chez les différentes personnes autistes, c'est un rapport différent aux 5 sens. Ça peut être une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Ça peut être des préférences sociales ou une jauge sociale assez marquée, donc des environnements dans lesquels la personne sera très à l'aise, hyper bavarde, vraiment dans son élément, puis d'autres contextes dans lesquels la personne sera peut-être plus sur la retenue ou plus silencieuse. Il y a aussi l'intensité des passions, la capacité de s'immerger, mais alors complètement dans un sujet tellement passionnant. On retrouve comme ça toute une série de traits qui se retrouvent à travers les différentes personnes autistes, mais au-delà de ces quelques traits-là, on retrouve vraiment tellement de différences, tellement de variétés. Et ce qui est assez fou, c'est que vous me disiez qu'aujourd'hui, peut-être dans le milieu médical, il y a des manquements. On n'arrive toujours pas à définir ce qu'est peut-être précisément un autiste, mais il y a aussi beaucoup de préjugés qui collent même au milieu médical, le fait que c'était une maladie uniquement masculine. Enfin, j'ai dit même maladie. Déjà là, c'est un préjugé aussi.
C'est un préjugé, mais qui fait débat. Techniquement, l'autisme figure dans le livre du DSM des diagnostics. Donc, techniquement, en tout cas dans la psychiatrie, c'est considéré comme une maladie. Après, en clinique, on ne le considère pas comme une maladie. Parce qu'en fait, une personne autiste qui s'écoute, qui se respecte, qui se connaît, peut être tout aussi épanouie qu'une personne neurotypique. Donc, l'autisme n'est pas le problème, mais c'est la suradaptation, le fait de ne pas se donner le droit d'être soi-même qui est le problème. Mais effectivement, le milieu médical a beaucoup de stigmas parce qu'en fait, la définition de l'autisme n'arrête pas d'évoluer. À chaque nouvelle sortie du DSM, on a une nouvelle définition. Et du coup, les professionnels de santé, on n'est juste pas suffisamment formés à l'autisme. Moi, en 10 ans de formation à la psychothérapie, je crois qu'on a parlé d'autisme à tout casser pendant 20 minutes dans les études universitaires et post-universitaires. Donc, on n'y est pas assez préparé. Et effectivement, les médecins, psychiatres, généralistes, etc., ne le sont pas non plus. Et quels sont du coup les clichés qui reviennent le plus souvent ? On entend souvent l'idée que les autistes n'auraient pas d'empathie. On entend souvent qu'une personne qui regarde dans les yeux ne peut pas être autiste. On entend souvent que si quelqu'un est arrivé jusqu'à l'âge adulte sans diagnostic, la personne ne peut pas possiblement être autiste. Enfin, voilà, il y a comme ça pas mal d'idées. Ou bien aussi que les personnes autistes auraient une voix très robotique ou seraient... je sais pas, serait dans un fonctionnement très, très handicapant, sans possibilité, je sais pas, de se mettre en couple ou d'être épanoui ou autre. Et pourquoi est-ce que, justement, c'est important de poser un diagnostic ? Ça change tout en termes d'estime de soi. Ça fait une énorme différence, où en fait, on peut se rendre compte qu'après avoir traversé des années à se dire qu'on n'est pas acceptable, à se dire qu'on est inadéquat, à se dire qu'on est problématique et qu'on doit se camoufler pour ressembler à ce qu'on attend de nous, enfin, on a le droit d'être soi. Enfin, il y a un mot qui nous décrit. Il y a une communauté d'autres personnes qui nous ressemblent, avec qui on peut être vraiment soi. Et c'est une libération et un soulagement énorme. Alors, vous m'avez raconté notamment une petite anecdote qui était très intéressante sur Thomas Wiesel. Alors, il ne fait pas partie des témoignages, mais est-ce que vous pouvez nous la raconter ? J'avais été à son spectacle il y a, je ne sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Et dans le spectacle, il racontait effectivement qu'il avait posé la question à sa psy de savoir s'il pouvait possiblement être autiste. Et apparemment, sa psy, que je ne connais pas, hein, donc j'espère retranscrire l'histoire correctement, mais apparemment, sa psy lui aurait dit que ce n'était pas possible parce qu'il avait de l'empathie. Et forcément, il a dit ça devant tout un public, j'imagine bien des représentations. Et si j'ai bien suivi l'actualité, il a par la suite pu, dans d'autres interviews, confirmer qu'en fait le diagnostic avait bien été posé. Et évidemment, quelqu'un qui a de l'empathie peut tout à fait être autiste. C'est-à-dire énormément de personnes autistes qui ont une hyper-empathie. La suite de ce livre, je sais que vous faites notamment plusieurs conférences. Chez nous, ici dans le district de Nantes, est-ce qu'il y a peut-être des événements qu'on pourrait déjà citer et on pourrait notamment vous entendre sur la thématique ? Est-ce que j'ai quelque chose de prévu dans l'immédiat ? Je ne suis pas sûre, mais vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'essaie de réfléchir parce que là, je viens de donner 2 conférences la semaine passée. Si, on m'a demandé de participer à, comment ça s'appelle, le Forum de la psychiatrie, je crois, en novembre. D'accord, donc tout ça à suivre évidemment sur vos réseaux sociaux. Marie-Laure Delvecchio, vous faites partie également d'un centre ici sur la côte où on peut venir prendre consultation chez vous. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et à très bientôt. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi, toujours au Musée national suisse. Oui, voilà, je suis donc toujours en compagnie de Barbara Buhlmann, ici autour de cette exposition sur Anne Frank et la Suisse. Et alors ici, dans cette salle, Barbara, on s'intéresse justement aux liens entre Anne Frank et la Suisse. Alors, d'où est-ce que ça commence, les liens entre la famille d'Anne Frank et la Suisse ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc la tante de Anne Frank, Lénie, va émigrer pour des raisons économiques suite au crash boursier de 1929. Ils vont partir d'Allemagne, partir de Francfort et venir s'installer à Bâle avec son époux Erich Elias. Et Erich Elias va créer une succursale d'Opecta pour subvenir à leurs besoins. Mais leur condition va très vite se compliquer. Et en fait, dans les années 30, en 1936, il a l'interdiction de diriger son entreprise. Il doit donc la quitter. Et puis ensuite, de par sa judéité. De par sa judéité, parce qu'il est juif, il a l'interdiction d'avoir la direction de son entreprise. Il doit donc partir. Et puis en 1941, toute la famille va perdre la citoyenneté juive. Et donc, ils vont vivre en fait durant toute la Seconde Guerre mondiale avec en fait l'épée de Damoclès de la possibilité de l'expulsion.
Il faut savoir qu'en fait, la Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va avoir une politique en termes de réfugiés et d'asile qui va être extrêmement restrictive et antisémite. Et on peut estimer à 25 000 le nombre de réfugiés civils qui vont être refoulés à la frontière et donc, en fait, les destinant à une mort certaine. On donne notamment l'exemple ici d'un témoignage d'une femme où, quand elle était petite, elle s'est fait refouler. Son père, ils ont été tous les deux déportés à Auschwitz. Et son père a été assassiné à Auschwitz. Donc, on ignore souvent que, eh bien, en Suisse aussi, il y avait justement ces restrictions antisémites. Hein. Absolument, absolument. Ouais. Et si le public a envie d'investiguer un peu cette question, de comprendre un peu mieux comment ça se passait, on donne des visites guidées où on approfondit ce sujet. Donc, le public est le bienvenu pour ça. Pour les médiations culturelles. Et alors là, derrière vous, on arrive justement à Anne, hein, simplement. Absolument. Et donc, puisque là, on parlait vraiment de sa tante, hein, de la famille, donc sa tante et de son oncle. Mais ici, donc, la famille d'Anne, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, Anne, sa famille émigre, fuit plus justement en 1933 l'Allemagne suite à la montée du nazisme. Otto Frank prend la mesure du danger et décide d'émigrer. Et c'est donc pour ça qu'il va partir à Amsterdam où il va aussi créer une succursale d'Opekta comme son beau-frère. Et Edith, Margot et Anne vont venir s'installer avec lui à Amsterdam. Donc ils vont s'installer, ils vont s'intégrer là-bas, mais ensuite donc le 10 mai 1940, les Pays-Bas sont envahis par l'armée allemande et l'occupant allemand va très vite réduire de plus en plus les droits de la population juive. Ça va devenir très très vite compliqué. En 1941, Otto Frank va perdre son entreprise également parce qu'il est juif et qu'il aura l'interdiction de diriger son entreprise. Il va donc la laisser à ses employés, il va devoir la laisser à ses employés. Il y a des reconstitutions de photos, mais il y a aussi des reconstitutions d'objets. On en voit quelques-uns ici, voilà, pour montrer l'époque. Mais moi, je trouve ce qui est très frappant quand on vient dans cette exposition, c'est de se rappeler ça, hein, tout simplement, Barbara. Oui, alors, et c'est un objet original. Donc ici, sous les yeux, vous avez une étoile jaune. En fait, à partir de mai 1942, tous les Juifs et toutes les Juives doivent porter cette étoile. Et s'ils omettent de la porter, les conséquences peuvent être gravissimes jusqu'à la déportation dans des camps d'extermination ou de concentration. En juillet 1942, c'est là qu'ont lieu les premières déportations vers les camps de concentration et d'extermination de personnes juives vivant aux Pays-Bas. Et en fait, c'est là que début juillet, Margot reçoit sa convocation pour être déportée. Et c'est cette convocation qui va précipiter la fuite de la famille dans l'annexe où ils vont ensuite vivre cachés. Donc, vivre cachés, c'est ici que Anne Frank, justement exilée donc aux Pays-Bas, s'est cachée. Une reconstitution ici de l'annexe avec juste derrière Andrea, un bureau, hein, pour montrer là où est-ce que elle écrivait justement son journal de bord, son journal intime, le journal d'Anne Frank. Barbara, qu'est-ce qui se passait durant ces années ici dans l'annexe à Amsterdam? Alors, la famille de Anne Frank arrive dans cette annexe qui est une cachette qui est dans l'une des annexes de l'entreprise de Otto Frank, Opekta. Et donc, ils arrivent le 6 juillet. Le 8 juillet arrive une autre famille, Hermann van Pels et Augusta et leur fils Peter. Et en novembre, il y a encore un autre membre qui va arriver, Fritz Pfeffer, qui va également intégrer l'annexe. Il est un juif allemand qui fuit également. Et donc, ils vont être 8 à vivre ici, dans l'annexe. Ici, c'est vraiment une évocation qui nous donne d'ailleurs ce sentiment d'enfermement. Ils vont être 8 à vivre entre novembre 1942 et août 1944 dans cette cachette. Et Anne Frank, elle va en fait écrire tout le long de cette clandestinité. Et dans son journal qu'elle a reçu peu avant de partir dans l'annexe, elle va mettre toutes ses réflexions, tous ses sentiments, toutes ses peurs. Mais à travers son journal, on comprend aussi à quel point la promiscuité, la peur d'être découvert tout le temps va créer des tensions entre les membres de l'annexe. Donc, c'est pas facile. On comprend aussi le manque de nourriture. On comprend le manque de nourriture, mais le manque d'exercice aussi. Ouais. Et l'importance de l'éducation. Ils vont vraiment passer beaucoup de temps à lire. Et puis, il faut savoir, ce qui est extrêmement important, derrière toi, il y a le visage des 6 personnes grâce à qui ils ont pu survivre
dans l'annexe pendant toutes ces années, qui les ont aidés, protégés, qui étaient toutes des personnes qui étaient des employés de l'entreprise Opecta et qui prenaient beaucoup de risques en fait à aider ces clandestins parce que voilà, leur amener de la nourriture, etc. C'était illégal, donc extrêmement dangereux aussi pour eux. Et puis donc c'est grâce à ces personnes qui vont avoir des informations de l'extérieur, mais grâce à la radio aussi. Et les membres, qui est représenté juste ici. Exactement. Et en fait, les membres de l'annexe vont suivre de manière très régulière les nouvelles du front. Et Autofront, donc c'est la carte qu'on voit au mur, mettait les avancées des Alliés sur la carte. D'accord. Est-ce qu'on sait d'où vient le goût aussi de l'écriture d'Anne Frank, parce que on imagine pour tenir ce journal de bord, puis surtout qu'il rencontre aussi au-delà du témoignage, je pense qu'il y a ces qualités aussi littéraires qui sont présentes. On sait d'où ça vient ce goût-là pour l'écriture, cette volonté dans l'annexe d'écrire. Alors, la famille Frank, quand elle était en Allemagne, donc c'est une famille bourgeoise, c'est une famille cultivée qui va à l'opéra. Et Margot et Anne écrivaient beaucoup, notamment à leur grand-mère Alice. Donc, en fait, il y a une culture déjà dans la famille de l'écriture. Et donc, en fait, ça vient de là. Et elle reçoit ce journal à son anniversaire en juin 1942, donc vraiment juste un mois, pas tout à fait, avant d'entrer dans l'annexe. Eh ben, merci beaucoup, Barbara, pour toutes ces explications. Andrea, ça, c'était juste une petite partie de l'exposition Anne Frank, donc à voir au Château de Prangin jusqu'au 29 septembre, exposition temporaire. Et puis, Barbara, vous l'avez souligné aussi, des médiations existent avec des visites commentées avec l'intérêt que vient de nous montrer aussi. Barbara, merci. Avec plaisir, c'est une histoire importante, donc j'invite. Et l'exposition est vraiment très didactique et vraiment parfaite aussi pour les familles avec des enfants, dès 12 ans vraiment. Dès 12 ans, voilà, tu l'auras compris. Andrea, bonne journée à toi. Et puis moi, je vais continuer à arpenter un petit peu les salles parce qu'il y en a que tu n'as pas encore vues. D'accord, eh bien tu me raconteras tout ça à ton retour. Merci pour cette visite, Alexandre, et merci à Barbara. Autre sujet, retour sur la 19e édition du Festival du Film Vert en compagnie de Matteo et Arturo Mulone. On les reçoit sur le plateau. Bonjour les garçons, bienvenue, venez seulement, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Alors, vous êtes frères et vous avez réalisé un documentaire, Le Squalen, qui a été primé lors de cette 19e édition du Festival du Film Vert. Vous êtes donc lauréat du prix des jeunes du Centre Sésame de Rolle. Déjà, félicitations. Merci. J'imagine qu'il y avait beaucoup de fierté de recevoir ce prix. Ça représente quoi pour vous, ce prix ? C'est quelque chose de grand quand même, parce qu'on a réussi, à faire un petit film qui parle d'un sujet peu connu, le squalen. Et le but en fait du documentaire, c'était de sensibiliser les gens qui achètent des produits de beauté à ce sujet. Alors justement, on va voir un extrait, le squalen en images. Depuis 50 ans, nous avons perdu 90% des requins dans le monde. Juste à la lecture de ce tableau, on comprend bien que les requins sont condamnés à court terme. Le requin est pourtant un ancêtre inestimable d'une incroyable longévité. Il est plus ancien que les dinosaures et même que les arbres. Le requin est apparu dans la période du Dévonien, il y a plus de 400 millions d'années en même temps que les premiers animaux terrestres. Il a façonné les océans et influencé le comportement de nombreux poissons et espèces marines. Il a survécu 4 extinctions de masse, mais pourtant aujourd'hui, 60% des espèces de requins sont en danger d'extinction. Dans ce cas, il est nécessaire de se poser la question. Est-ce que cela aura un impact quand ils auront disparu ? Alors cet impact, on va en parler d'ici quelques instants, mais Matteo, justement, tu nous parlais de la volonté de faire ce film. Arturo, explique-nous comment vous avez fait pour réaliser ce film ? On a surtout eu une invitation du centre socio-culturel Le Sésame et on a décidé de s'y mettre. Ça serait une bonne opportunité de montrer ce que c'était. On a trouvé ça amusant aussi, mais ça a pris beaucoup de temps et d'efforts de le faire et je suis assez fière du résultat. Oui, qu'est-ce que tu as appris, toi, finalement, en faisant tout ce documentaire ? En fait, au début, je ne savais vraiment pas ce que c'était le squalen et tous ces chiffres très épatants, je ne savais pas que 90% des requins, du coup, ils sont en danger d'extinction. Dans 10 ans, il n'y en aurait presque plus. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et il y a à peu près 180 millions de requins qui se font consommer et tuer toutes les années.
Donc c'est surtout les chiffres que j'ai appris et qui sont très ébahissants. Alors on voit ces premières images où finalement vous prenez un flacon et c'est là que vous découvrez ce qu'est le squalène. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer? Alors le squalène est une sorte de liquide qui est extrait du foie de requin et il est utilisé dans la plupart des produits de beauté parce que c'est un adoucissant pour la peau et puis ça fait plein de bonnes choses. Et puis heureusement, il y a quelque chose de bien dans tout. On peut en faire à base d'huile d'olive, par exemple, ou de betterave. Et ça a les mêmes caractéristiques que le squalène de requin, sauf que ça ne tue pas de requin. D'accord. Alors justement, on ne va pas vous donner la réponse à toutes les questions. On vous invite à voir ce documentaire, mais j'aimerais savoir, les garçons, aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez avec ce film? C'est quoi la suite que vous aimeriez lui donner? En faire d'autres? C'est sensibiliser les gens à être plus sensibles avec notamment aux requins. C'est quoi la suite que vous aimeriez donner à ce film? On ne sait toujours pas s'il y aura une suite, mais ça serait peut-être amusant. Prochaine fois qu'il y a le festival du film vert, l'année prochaine, on pourra refaire un film, ou peut-être même pas sur les requins, mais peut-être expliquer plus en détail le squalène. Mais ce film, il répond déjà à la plupart des questions qu'on a en fait. Oui. Et pour la suite, j'aimerais savoir, vous avez envie de faire quoi? Réalisateur? Vous avez envie d'être scientifique? Qu'est-ce que vous ferez plus tard quand vous serez grand? Moi, ça serait plutôt dans le thème de la cybersécurité. Ça serait pas rien à voir. Rien à voir, mais... Attends. Non plus, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je voudrais bien être architecte. Après, faire des films, peut-être, pendant qu'on a du temps, ça risque d'être difficile de trouver du temps, mais si on en a, ça serait peut-être cool d'en refaire. En tout cas, moi, j'ai bien envie de vous avoir pour Nyon Région Télévision, que vous nous fassiez plein de films, parce que c'était très intéressant de suivre ce documentaire en votre compagnie. Le squalène, comment, si les gens veulent le voir, justement, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Il est sur YouTube. Si vous voulez, on pourrait vous donner le lien. Donc on tape le squalène sur YouTube, Arturo et Matteo Mulone, et on va tomber normalement, dessus. Vous deux, ouais. Voilà, ça c'est fait. Merci les garçons d'avoir été avec nous. À tout bientôt. Bonne suite à vous. Merci. Je vous tape la main 5. Ciao, à tout bientôt. Impossible de vous passer du week-end sans parler de Pâques au musée. Du 29 mars au 14 avril, passez vos vacances de Pâques, notamment au musée, chez nous, au musée romain, au musée du Léman ou encore au château de Nyon. Vous pouvez redécouvrir la mosaïque ou encore prendre soin des animaux dans les aquariums du musée du Léman ou encore au château de Nyon. Vous invitez à faire notamment une exposition, à créer cette exposition. Pâques au musée, un événement également dans tout le canton de Vaud. Vous pourrez découvrir plus de 130 activités pour les enfants, mais également pour les adultes. Ensuite, au Casino Théâtre de Rolle, rendez-vous les 27 et 28 mars avec Blaise Berzinger avec son one-man show intitulé Pain Surprise. L'humoriste monte sur scène pour 1 heure de show à découvrir des thématiques où il improvise notamment durant 1 heure. Même concept, mais dans un lieu différent, à Nyon, à la parenthèse, avec le duo d'improvisation théâtrale intitulé La Compagnie La Fusée. Il vous convie 1 fois par mois. Dans le public, vous leur donnez des thématiques et ils improvisent avec humour et brio. Même lieu, mais dans une ambiance différente le 29 mars avec un blind test ultime avec DJ Phil. Un peu plus loin, à Beaulieu, Lausanne, l'événement à ne pas manquer en Suisse de la pop culture, des jeux vidéo et des mangas avec Polymanga, le retour du festival qui attend plus de 400 000 festivaliers. Rendez-vous du 29 mars au 1er avril avec plus d'une 50aine d'activités. Très bonnes vacances à tous, c'est tout pour les bons plans, profitez bien. Autre recommandation culturelle, notamment avec nos invités sur le plateau, c'était leur recommandation culturelle avec C'est quoi ton kiff ? Mon kiff du moment, c'est Jean-Michel Jarre. Je suis tombée sur un morceau de Jean-Michel Jarre à la radio récemment. Ça faisait 15 ans que j'avais pas écouté et je me suis souvenu que à l'époque, on savait faire de l'électro. Donc maintenant, c'est en boucle sur mon Spotify. Mon kiff du moment, c'est Jarre Nouveau. Il n'est pas seulement humoriste, il était aussi un joueur emblématique de notre club US Terre Sainte, souvent par contre assis sur le banc. Mon kiff, c'est la série White Lotus, une série HBO qui traite quelque part de la folie.
et très amusante à suivre et assez passionnante et captivante. C'est vraiment une musique qui me génère de l'émotion. C'est typiquement le genre de musique que je vais mettre dans les oreillettes avant un match ou voilà, quand je dois me focaliser sur quelque chose. Je sais pas, ça prend aux tripes. J'aime beaucoup rire et j'ai eu le plaisir de voir une émission de lui à la télévision. Et on a eu le plaisir et le bonheur d'avoir Charles Nouveau chez nous au repas de soutien. Et il m'a fait bien rigoler et dans ces temps difficiles, ça fait un bien de folie de rire, de soi-même et de tout le club. Ça suit des Américains en vacances et puis toute apparence mise à part. Très vite, on s'aperçoit que les tics, les tocs et les défauts des uns et des autres ressortent. Et ça crée des situations particulièrement cocasses et très amusants à suivre. Demain, l'émission de cinéma sera de retour avec nos cinéphiles préférés. Justement, un petit avant-goût avec Alexandre. Le cinéma fait son grand retour en ce vendredi saint et pour le week-end pascal et surtout les vacances de Pâques, quoi de mieux de commencer par parler du film le plus attendu des familles pour ces vacances, c'est Kung Fu Panda 4. Justement, on va suivre les nouvelles aventures de notre panda Po, qui manie le kung-fu, les arts martiaux, le guerrier dragon comme on l'appelle, qui va devoir faire face à une nouvelle menace, la caméléone, qui peut prendre part à n'importe lequel de ses ennemis. Réponse demain, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? 8 ans après le 3e volet quand même, ça datait. On en parle demain, ainsi qu'un autre film au programme, au menu de ce débat, ce sera Une vie, l'histoire vraie de Nicholas Winton, souvent surnommé le Schindler britannique, incarné ici par la star Anthony Hopkins. On retrace le parcours de cet homme britannique qui, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, a aidé à expatrier des enfants juifs en Angleterre et du coup à les sauver avant que la guerre n'éclate. C'est un film qui a cartonné en France avec plus d'1 million de spectateurs. Il débarque chez nous en Suisse, alors ça vaut quoi ? Et le 3e film, c'est cette comédie assez sexy qui s'appelle Et plus si affinité. Elle a enflammé le festival de l'Alpe d'Huez, vous savez, ce festival français qui plébiscite les comédies. Là, 4 prix quand même pour ce film très attendu qui arrive le 3 avril avec Bernard Campan et Isabelle Carré qui incarnent un couple de presque soixantenaires qui reçoivent un autre couple, c'est leur voisin. Et paraît qu'eux ont une vie sexuelle un peu débridée et ça va créer le malaise à table. Et ça va délier les langues. Justement, je ne vous en dis pas plus. La réponse demain pour savoir ce que ça vaut tout ça dans Cinéma. Belle soirée à tous sur NRTV. Tu vois Andrea, comédie sexy, délier les langues, ça donne envie ce programme cinéma, non? Ah bah oui, ça émoustille, surtout ça donne envie de partir en vacances, Alexandre. Oui, ça y est, c'est la fin de la semaine, et puis nous, on part en vacances et on se retrouve 2 semaines plus tard, mais il y a plein de programmes à revoir, et notamment l'émission de lundi, sport, les mérites sportifs régionaux, on revenait dessus, on recevait Aurélie Lemouzy, personnalité sportive de l'année, et présidente de Suisse Rugby, qui revenait sur cette consécration du rugby féminin, bien sûr. Ouais, le rugby qui a raflé tous les prix, ça c'est étonnant de voir finalement un sport qui est peut-être moins sexy, moins tendance, et puis qui gagne plein de prix, et surtout au féminin. Tu sais qu'au rugby, il y a toujours une bonne ambiance. Ah ça c'est sûr, effectivement. Et il y avait une bonne ambiance au Felk aussi, puisqu'on a remis les prix à l'innovation à 2 entreprises de notre région. On en a parlé dans une émission spéciale. Andrea. Des fers à chevaux et aussi des skis sur mesure, des entreprises innovantes de chez nous, avec des gens qui en ont un peu sous la pédale. Regardez l'émission notamment du mercredi hors cadre. Jeudi, c'était culture avec une exposition au Château Progin. Oui, effectivement, on est allé voir l'exposition consacrée à Anne Frank. L'émission du jeudi, c'est culture. Et puis, FC Politique de mardi était consacrée à la ville de Nyon, un bilan mi-législature avec le syndic Daniel Rossella. Bon, tu vas aller chercher tes œufs de Pâques, les lapins, tout ça. Je sais pas, ils annoncent mauvais ce week-end, alors j'en sais rien, on verra quoi. T'as pas des bons plans à nous donner? Je les cacherai peut-être à l'intérieur, les œufs. Dans le chapeau. Bonne fête tout le monde, bonnes vacances, profitez bien, on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao.